Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 29 septembre 2025 et on repart ensemble pour une nouvelle semaine d'émission de 17h à 18h. Au sommaire de cette émission, je vous propose d'accueillir en deuxième partie Michel qui va nous parler des pâtes fraîches, comment les faire à la maison, des recettes simples et économiques mais surtout bonnes pour la santé, alors que Michel nous rappelait la semaine dernière que les pâtes proposées en grande distribution sont souvent très mauvaises pour la santé. Je vous propose aussi de retrouver la météo et l'info, ainsi que l'agenda des événements, et puis la musique avec la Ferrarock. On entame une nouvelle semaine avec Fauna Nova, un album qui s'appelle First Botch, et on découvrira 2 titres, To Be Continued et Pull Out Boy. Et puis je vous propose aussi un reportage, la médiation par l'animal avec Isabelle David, un reportage signé Margot. On entame donc cette nouvelle semaine d'émission et cette première émission de la semaine avec notre météo. Ce soir, la température est fixée à 18 degrés, humidité attendue à 72% avec des vents de 10 km/h pour ce lundi. Demain, on retrouve un beau soleil pour cette journée. La température sera tout de même fraîche, pas plus de 20 degrés, 18 degrés dans la matinée, des précipitations attendues peut-être en début d'après-midi et un vent de 14 km/h. Je vous propose tout de suite de nous retrouver pour le Flash Info avec l'actualité locale suivie de l'actualité nationale. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour, voici les informations locales de ce lundi 29 septembre 2025. Au Havre, bientôt un pôle de gynécologie obstétrique près de l'hôpital privé de l'Estuaire. Plusieurs gynécologues obstétriciens de l'hôpital privé de l'Estuaire s'apprêtent à créer une maison de santé dédiée à leur spécialité. Ils y exerceront aux côtés de sages-femmes et souhaitent avant tout attirer de nouveaux médecins. L'ouverture est prévue pour septembre 2026. C'est quoi le label Green Block obtenu par le groupe hospitalier du Havre ? Le groupe hospitalier du Havre, le GHH, s'est engagé dans le label éco-responsable Green Block. Gestion des déchets, suppression de l'utilisation de certains gaz sont au cœur de cette action environnementale. Des petits gestes qui, bout à bout, ont un impact sur la préservation de l'environnement. La semaine de la PME revient au Havre les 8 et 9 octobre. La semaine de la PME a pour vocation de permettre aux entrepreneurs de booster leur business et leur réseau, de découvrir de nouvelles tendances, mais aussi de former. Cet événement unique et gratuit revient au Havre les 8 et 9 octobre 2025 à l'initiative de la CCI Seine-Estuaire. À Montivilliers, le calendrier se précise pour la construction de logements à la Belle Étoile. Le projet de construction de 55 logements sur le site de l'ancien centre commercial Belle Étoile à Montivilliers avance. Le désamiantage sera effectué pendant les vacances de la Toussaint 2025 et les anciens bâtiments seront détruits pendant les vacances de Noël. Le chantier de construction à proprement parler débutera au 2e trimestre 2026 et les bâtiments sortiront de terre en fin d'année 2027. Et enfin, football Ligue 1. Peu de frissons et 0 but, le HAC déçoit à Metz. Une semaine après avoir été tenu en échec par Lorient, le HAC, hors sujet techniquement, a de nouveau concédé le nul 0-0 face à un autre promu ce dimanche 28 septembre sur la pelouse du FC Metz. Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales.
Bonsoir à tous. Elle sera jugée dans un an. Rachida Dati est attendue à partir du 16 septembre prochain par le tribunal judiciaire de Paris. La ministre de la Culture démissionnaire sera jugée aux côtés de l'ancien patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, pour corruption et trafic d'influence. Rachida Dati est soupçonnée d'avoir touché 900 000 € entre 2010 et 2012 pour des prestations de conseil auprès de Renault-Nissan sans avoir réellement travaillé. 3 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité. Les réquisitions contre le maire de Saint-Étienne. Gaël Perdriau est jugé depuis la semaine dernière dans l'affaire du chantage à la sextape. Selon la procureure, le maire a bien validé le piège visant à faire pression sur l'ex-premier adjoint à la mairie de Saint-Étienne. 7 autres personnes comparaissent dans cette affaire pour chantage, association de malfaiteurs et détournement de fonds publics. Le procès doit s'achever demain. 11 personnes interpellées en Serbie. Elles sont soupçonnées d'être impliquées dans le dépôt de têtes de cochons devant des mosquées d'Île-de-France il y a 3 semaines. Au lendemain de leur découverte, le parquet de Paris avait indiqué que les auteurs de cet acte étaient de nationalité étrangère et avaient aussitôt quitté le pays. Une mobilisation dans la durée. Les gérants d'auto-écoles et inspecteurs du permis vont manifester chaque lundi jusqu'à obtenir gain de cause. Plusieurs centaines de véhicules se sont déjà rassemblés aujourd'hui à Paris pour demander la création de postes d'inspecteurs et la hausse du nombre minimum d'heures de leçons. Objectif, réduire le délai d'attente pour passer l'examen. Des milliers de manifestants à Madagascar. La mobilisation contre les coupures d'eau et d'électricité prend de l'ampleur et réclame désormais la démission du président. Au moins 6 personnes sont mortes et 85 ont été blessées au cours des manifestations ces derniers jours. Et puis une nouvelle figure au musée Grévin. Marie Curie aura sa statue de cire à partir de jeudi. La physicienne rejoindra les personnages qui ont marqué l'histoire de la science comme Albert Einstein. Décédée en 1934, elle est la première femme à avoir reçu un prix Nobel et à entrer au Panthéon. Passez une excellente fin de journée à notre écoute. Que faire au Havre cette semaine ? Réponse tout de suite avec l'agenda événements. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Ce soir est organisée une soirée loup-garou de tierce-lieu. C'est au Décalé, 27 rue de Turenne, à proximité de l'Université du Havre. Tous les mardis soirs, Maxence et Gabin vous proposent 3 heures de folie, des parties de loup-garou de 20h, 21h à 22h. Ce sont 3 créneaux différents à réserver gratuitement en contactant le Décalé. Autre rendez-vous, le festival pour les oiseaux débute ce mercredi 1er octobre avec plusieurs artistes. Retrouvez toute la programmation sur le site de Pieds Nus ainsi que sur leurs réseaux sociaux. J'accueillerai d'ailleurs demain dans le Magal Ouest l'équipe de Pieds Nus. En attendant, je vous rappelle que le mercredi 1er octobre, pour le lancement du festival, vous retrouvez Miage Muse pour un concert d'instruments et d'objets à partir de 3 ans pour le festival pour les oiseaux. Et enfin, dernier événement, je vous propose de noter une soirée stand-up le 1er octobre à 20h au 45 rue de Fleurus. Si vous aimez le stand-up, retrouvez le Comedy Club. C'est à partir de 20h, soirée humour pour déconseiller plutôt aux moins de 16 ans, donc plutôt pour les plus grands. Réservation au 02 77 04 51 21. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Post-punk organique venu de Rennes, Fauna Nova trace une ligne droite étendue entre Cold Wave, krautrock et noise dans une démarche radicalement indépendante. La répétition et la mélodie forment les fondations de leur musique, mais c'est dans la déconstruction rythmique et la recherche de textures sonores qu'ils affirment leur singularité. En live, leur énergie héritée des années 90 se teinte de nuances noise percutantes, leur permettant d'explorer de nouvelles dimensions sonores et d'offrir une expérience brute.
Le groupe a d'abord été le projet de Maxime Pouban qui y compose, programme, joue de la guitare et chante, et de Pierre-Alexis Rouillet, aka PA, au synthé et au gong. Il est désormais complété par Nicolas Dissez à la basse et au chant. Le groupe a d'abord mis en ligne en juin 2023 Hello Mine Chasm, un premier EP, puis le très réussi single Polite Boy dans la foulée. Leur premier long format, Furz Botch, est sorti vendredi dernier en vinyle, en cassette et en CD grâce aux forces conjointes des labels Harakiri Records, Mimizu Izuru, Ideal Crash Label, Kervi New Records, Urgence 10 Records et de la Ferrarock. À l'écoute, aucun temps mort, aucune faute de goût à relever, c'est même tout le contraire. L'album se conclut par To Be Continued, titre dépaysant, qui propose alors une issue brève mais frappante qui sacre l'effort de Fauna Nova de manière définitive. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et voilà pour Fauna Nova, notre découverte Ferrarock de cette semaine. Demain, rendez-vous dans le mag à l'ouest pour une autre découverte musicale avec l'autre petite pépite Ferrarock de la semaine. On vous proposera de découvrir Strange Modes. Ils viennent de la Suisse. Dans un instant, Michel nous rejoint au micro. On va parler pâtes fraîches, comment les faire à la maison et pourquoi c'est important de les faire soi-même. Ce sera juste après ce reportage de Margot sur la médiation par l'animal avec Isabelle David, fondatrice et présidente de l'association Cœur à Pattes. Aujourd'hui dans le studio, je reçois Isabelle David. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente et la fondatrice de la toute jeune association Cœur à Pattes qui a vu le jour en janvier 2025. Vous proposez de la médiation par l'animal. Pouvez-vous expliquer à ceux qui ne sont pas familiers avec cette pratique ce que c'est ? Alors, la médiation par l'animal,
tout le monde a déjà entendu parler un petit peu de ça auprès des maisons de retraite. On voit les chiens, les cochons d'Inde auprès de ces personnes pour leur apporter un petit peu de bien-être. Et donc, c'est quelque chose qui est relativement fréquent dans les maisons de retraite, donc de par la présence de l'animal. Maintenant, moi, je dirais que je pense que, comme beaucoup de gens, à un moment donné dans votre vie, vous avez ressenti que, dans un moment de panique, on n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Et justement, c'est un problème émotionnel parce qu'on est en panique, on ne sait plus réagir. Et là, en fait, l'animal, c'est ça, en fait. C'est toute l'émotion qu'il apporte vers les enfants. Rien que d'en parler, je suis toute émue. Parce que voilà, il apporte un contact, il apporte un échange, il est vrai, il est sans mensonge, il va être direct. Et pour l'enfant ou pour la personne âgée, c'est un plus énorme. Un plus énorme. C'est des moyens de communication très, très multiples que nous avons perdus, nous, humains. L'animal, dans ce cas-là, sert un peu comme un régulateur des émotions peut-être trop fortes. Exactement. Et il apporte, voilà, et il va au profond de la personne. Et il lui permet de justement reprendre contact. Alors, l'objectif de la médiation par l'animal, c'est que, au travers de cet animal médiateur, on essaie, nous, en tant qu'intervenants IMA, on appelle ça les IMA, les intervenants en médiation par l'animal, en tant qu'intervenant, on essaie, après ce moment d'émotion, de saisir ce moment d'émotion et de permettre à la personne de s'ouvrir un peu plus, de dire un peu plus sur son mal, sur ses difficultés. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la médiation par l'animal ? Est-ce que c'est votre métier de base ? Comment cela vous est venu ? Alors non, du tout. Moi, j'ai 62 ans, je suis à la retraite, donc j'étais motivée parce que voilà, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. J'ai profité donc d'un CPF pour faire une formation en médiation par l'animal avec l'organisme Agathea. Donc je me suis formée, je me suis informée aussi sur les enfants, sur les difficultés des enfants, TDAH ou autres. Et donc, mais c'est un domaine tellement multiple et intéressant. C'est à la fois pour les personnes, envers les personnes, pédagogie, les difficultés des personnes en maison de retraite, mais c'est aussi sur l'animal, connaître l'animal et tout le bien-être animal. Donc ça me fait découvrir un monde énorme. Et tout ça dans le sensible. On est dans le sensible. Et voilà, je suis très sensible à ça. Et grâce à tout ça, ces formations que vous avez faites, cette sensibilité aussi que vous avez donc fondé l'association Cœur à Pattes. Comment est-ce qu'elle est née ? Qu'est-ce qui vous est... Parce que vous auriez très bien pu vous dire, je suis la médiation par l'animal tout seul, mais vous vous êtes dit, ok, là, je vais fonder carrément une association. Alors, honnêtement, je me sentais peut-être pas... voilà, j'avais besoin de me sentir soutenue. Je suis pas forcément une personne très sûre d'elle. Donc, le côté associatif me rassure quelque part. Mais c'est aussi, là, je découvre le domaine de l'associatif. C'est une richesse énorme. Je rencontre des gens de horizons, des asthmates, des anciens asthmates, une AESH, j'ai une anthropologue qui vient de s'inscrire là, d'adhérer à l'association, une personne formidable qui a fait des tas déjà d'actions dans ce domaine de relations entre humains et animal. C'est
c'est quelque chose, c'est tellement riche que je ne regrette pas du tout ce choix associatif. C'est riche et c'est complexe. Et votre association, vous êtes associée avec le Clos Val-Soleil, c'est ça ? Alors en fait, c'est un partenariat. J'ai fait un partenariat avec le Clos du Val-Soleil afin d'avoir un local. Donc c'est au sein du Clos du Val-Soleil qu'on exerce toutes les semaines. On fait des animations pour des enfants en difficulté ou pas, des enfants un peu timides ou voilà. Et en fait, on fait des séances de lecture avec l'animal et on les guide aussi dans des jeux éducatifs juste après la séance avec l'animal. Enfin voilà. Donc c'est une fois par semaine, 10h30 le samedi matin au Clos du Val-Soleil. Et du coup, ça, ce sont des ateliers animaliers. J'ai pu voir sur votre page Facebook. On voit d'ailleurs aussi des photos de vos animaux. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur eux ? Alors, moi j'ai une chienne, une Golden Retriever, Vaya, qui a 15 mois, qui est encore un peu jeune. Mais qui déjà, on le voit, elle développe une sensibilité énorme. Les Golden Retrievers sont réputés pour ça, pour leur grande sensibilité. C'est pourquoi ils sont beaucoup utilisés en médiation par l'animal. Elle est d'un tempérament assez fort, mais c'est nécessaire. Si vous voulez, la relation avec l'animal, c'est aussi un regard en vis-à-vis. Et donc, c'est montrer aussi aux enfants qu'on peut dire non. L'animal peut ne pas avoir envie. L'animal peut ne pas obéir aussi. Enfin, voilà. C'est important que l'animal aussi conserve toute son animalité, en fait. Il y a aussi le lapin. Et un lapin, voilà, qui s'appelle Milo. Donc, qui n'est pas mon propre lapin, qui est une collègue qui vient aussi régulièrement, donc en alternance, faire ses séances de médiation, qui est éduquée depuis un certain temps là, à être manipulée, qui prend l'habitude des enfants, qui, par sa présence, apporte beaucoup aussi aux enfants, oui. Et j'ai pu voir aussi que sur votre Facebook encore des photos, on voyait donc plein d'enfants autour d'une table et au milieu il y avait tortues, des hamsters, des... Exactement. Alors ces photos-là, c'est les photos... en fait, on a fait cet été, on a travaillé pour les tournesols. Le centre aéré des tournesols, qui est un centre aéré pour enfants en situation de handicap. Et donc on est venu, alors j'ai fait appel à une collègue parce que justement, voilà, on débute et on a besoin de se faire connaître et puis de développer d'autres domaines. Et donc, j'ai fait appel à une collègue qui est venue avec ses cochons d'Inde, ses lapins, ses tortues, voilà. Parce qu'une collègue de formation, voilà. Donc, on l'a compris, dans votre association, il y a plusieurs personnes avec leurs animaux. On a entendu donc tortues, cochons d'Inde, labrador, lapins. Est-ce que chaque animal a sa spécialité ou son caractère qui influence la médiation ? Je dirais que après ça dépend de la personne, du bénéficiaire en fait. On appelle le bénéficiaire la personne qui est présente en médiation. On peut avoir des gens qui ont vraiment peur du chien. D'ailleurs au tournesol, on a eu sur la dernière séance, il y avait 2 enfants qui avaient très très peur du chien. Et là, cette séance-là, j'avais un lapin et un chien. Mais donc, en fonction de ça, voilà, la taille de l'animal, ça peut être un choix. Au tournesol, par contre, on a vécu une très belle expérience, malgré le fait que ces enfants aient très peur du chien. Donc, il y a une enfant qui a réussi à s'approcher. Elle est tellement terrifiée par le chien, les chiens que en fait la directrice m'avait prévenue. Elle avait un sifflet toujours autour du cou pour siffler si jamais un chien arrive, parce que ça la rassurait. Et donc
elle est venue, elle s'est approchée. Elle ne l'a pas caressée, mais elle s'est approchée, elle l'a observée. Et ça, c'est déjà un superbe point. Et une autre, en fait, au moment où elle a donné une croquette à Vaya, au chien, elle est partie dans une explosion justement d'émotion, de joie. Elle pleurait, elle s'est mise à sauter en l'air, elle est allée au carreau, c'était trop. Le contact du museau sur sa main. Vous savez, ces enfants, ils ont une sensibilité énorme. Et donc là, c'était l'explosion. Et c'est vraiment ce qu'on vit avec tous les enfants. Mais bon, avec un enfant en situation de handicap, c'est multiplié encore par 10, par 100, parce qu'ils sont très, très directs. Voilà. Est-ce que les animaux sont formés pour participer à ce genre d'atelier ? Est-ce que vous-même, vous vous formez un peu plus chaque jour pour ces ateliers ? Oui. Alors moi, je me forme surtout via Internet, via Internet et des formations en ligne. Et puis, je lis aussi sur le TDAH, sur le handicap, sur le jeu, parce qu'on se focalise surtout sur les enfants. Et pour les animaux, c'est la même chose. Les animaux, il faut qu'on leur apprenne petit à petit. Alors, c'est surtout une très forte sociabilisation. Donc, c'est tous les jours aller voir ses congénères. Le chien, il a besoin de voir ses congénères. Il a besoin de jouer, de rouler, de se confronter à une vie de chien. Et c'est grâce à tout ça qu'il peut revenir et être sain, serein, bien vers l'humain. Et sinon, après, des petites choses, on lui apprend des petites choses, donner la patte, des petites choses comme ça, plus l'éducation canine normale. Énormément de travail, beaucoup de travail avec le chien, oui. Donc, comme vous l'avez dit, vous accompagnez des enfants atteints de TDAH, des enfants qui ont peut-être moins confiance en eux, qui sont timides. Est-ce que vous souhaitez apporter ces séances de médiation par l'animal à un plus large public, par exemple des personnes adultes en situation de handicap, des personnes âgées, ce genre de public ? Oui, tout à fait, on y travaille. Alors, c'est toujours énormément de réflexion, de travail quand on change de domaine. Donc là, par exemple, quand on est allé cet été faire nos séances, ça nous a demandé quand même beaucoup de réflexion sur comment aborder la personne en situation de handicap et autres. Là, on va répondre à la Villa Saint-Nicolas, qui nous a demandé pour faire des séances. Et donc, on va avoir une approche un petit peu différente, parce que les personnes âgées ne sont pas des enfants. Il faut surtout pas les infantiliser. Donc, ce sont des activités différentes. Mais oui, on cherche, on s'ouvre à d'autres types de publics. Et c'est tout aussi intéressant. Depuis tout à l'heure, on parle plutôt d'ateliers où il y a plusieurs personnes en même temps, mais vous faites aussi des séances individuelles. Lors de ces séances, est-ce qu'il y a un lien particulier qui peut se créer entre le bénéficiaire et l'animal qui l'accompagne ? Oui, bien sûr, il y a un lien particulier qui se crée. En fait, j'ai fait des séances avec un enfant en difficulté familiale et qui est aussi TDAH. Alors ça renforce aussi beaucoup les difficultés.
En fait, les enfants TDAH, parfois, sont vraiment dans l'opposition. Alors cet enfant-là, il était tout le temps à dire, on lui posait une question, n'importe laquelle, c'était souvent non. Tu veux ceci? Non. Tu veux faire ça? Non. Voilà, c'était tout le temps non. Et on a fait 2-3 séances de médiation en individuel. Et cet enfant, donc qui vient au club, mes collègues, parce qu'on est plusieurs bénévoles, me disaient mais là, qu'est-ce qui est difficile, voilà. Et m'ont dit après ces séances en individuel, mais c'est fou, il est transformé. Et c'est vrai qu'on a noté pendant la séance qu'il avait dit 2-3 fois oui. C'est idiot ça paraît idiot ce que je vous dis, mais en fait l'approche était différente. Cet enfant en plus avait eu le grand-père avait un golden et qui est décédé, hein, et donc il m'a donné la balle du golden de son grand-père pour Vaya. Pour vous dire, c'était voilà, c'est super quoi. Il avait besoin et il transfère un peu sur Vaya, sur mon chien, et c'est bien parce que cet enfant il a besoin de retrouver un équilibre, une situation familiale très très difficile, et voilà. Donc la maman, elle est très contente. Ouais. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions, même de mon côté. Vous devez en avoir plein des histoires comme ça, parce que la médiation par l'animal, c'est propre à chaque bénéficiaire. Est-ce que vous pensez que les animaux apportent quelque chose que l'humain seul ne pourrait pas apporter? Oui, je dirais, je le crois. Alors après, est-ce que c'est une vue de l'esprit de se dire, bah oui, les animaux, ils apportent beaucoup plus. Peut-être que c'est aussi la façon dont nous, on les perçoit, qui fait que on les ressent différemment. Parce que, voilà, ce qu'il faut, c'est aussi... Enfin, l'objectif, c'est la relation entre humains. Ce que je souhaite, moi, c'est que ces enfants soient mieux avec leurs parents, soient mieux avec leurs copains à l'école, qu'il y ait une meilleure... une plus grande facilité. Mais c'est vrai que... Alors, on dit, en fait, que le champ des interactions... avec l'animal est beaucoup plus vaste, plus multiple. En fait, nous, on a un vocabulaire, voilà, le verbal, on dit des choses. Alors, il y a quand même l'intonation, mais sinon, au niveau des termes... mais l'humain, mais c'est des domaines qu'on ne connaît pas complètement, qui ont été analysés, qui ont été... Il y a eu des études de fait, des études depuis, je sais plus, 1950. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, sur la médiation par l'animal et le lien entre l'humain et l'animal, ce qui peut être créé. Mais par contre, c'est pas explicité scientifiquement. Ce qu'on a pu voir, c'est des connexions neuronales quand même qui s'allument beaucoup plus avec un animal quand on est en contact avec l'animal qu'avec l'humain. Voilà. Je pense que l'humain a perdu une partie de ses moyens de communication, même si aujourd'hui on en a je ne sais combien d'autres, Internet, les radios, voilà, mais en fait on a perdu des moyens de communication et que l'animal a gardé. C'est pour ça que l'animal doit garder son animalité dans le contact avec les enfants ou la personne. Puis aussi le fait que
Bien sûr, l'animal, il aboie. Enfin, voilà, il a quand même une parole, mais je veux dire, il n'y a pas, comme vous l'avez dit, il n'y a pas les mots. Et j'avais vu aussi que ce qui est bien dans la médiation par l'animal, c'est que l'animal n'interrompt pas l'enfant. Non, et l'animal n'est pas en attente de quelque chose. Il va pas aimer l'enfant pour ce qu'il devrait être, mais uniquement pour ce qu'il est, en fait. C'est ça. Et ça apporte beaucoup de confort. Et ça apporte une confiance importante, ouais. L'interview arrive à sa fin. Alors, pour finir, si les personnes qui nous écoutent souhaitent participer à un atelier animalier ou à des séances individuelles, soutenir ou bien même rejoindre votre association, Isabelle, Cœur à Pattes, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce qu'on peut vous joindre? Alors, on est sur Facebook, on est sur Instagram, donc Cœur à Pattes. Et puis, on a même... Parce que j'ai été contactée par un jeune qui nous a fait un petit site internet. On a même un site internet, coeurapattes.com. Voilà. Et puis, sinon, il suffit de me téléphoner, de m'appeler, et puis vous aurez toutes les informations sur ces animations ou ces séances individuelles. Ces séances individuelles, du coup, elles se font au Clos du Val-Soleil? Peu importe. Non, pour l'instant, je les ai pas faites au Clos du Val-Soleil. Au Clos du Val-Soleil, donc j'ai ce contrat, mais ce partenariat sur 1 heure le samedi. Samedi matin, mais sinon les séances individuelles, elles peuvent être en extérieur, elles peuvent être chez vous, chez moi, suivant le besoin. Mais souvent ce sont des séances de 1 heure, il faut compter à peu près combien si on veut pouvoir participer à une séance comme ça? En individuel, la séance est à 40 €. Et sinon, les séances de lecture avec l'animal sont bien moins chères. C'est 65 € le trimestre. D'accord. Et donc, c'est des séances de groupe, mais on limite toujours le groupe à 6 enfants maximum. D'accord. Voilà. Bien, merci énormément Isabelle pour toutes les informations que vous nous avez données. Comme ça, on saura où vous contacter désormais. Merci encore d'être venue nous parler de votre association. Merci à vous. Cœur à Pattes, que je rappelle a vu le jour récemment et qui a un bel avenir devant elle. Merci beaucoup. Merci. Reportage à retrouver sur notre site. Tous les jours dans le Magal Ouest, on vous propose un reportage. Alors rendez-vous demain pour découvrir l'actualité autour d'associations, habitants, collectifs, bref, tout ce qui fait bouger le Havre. Je vous propose dans un instant de retrouver Michel qui va nous parler des pâtes fraîches. Michel est un cuisinier qui nous donne chaque semaine le lundi ses meilleures recettes à la fois économiques et simples. Avant, je vous propose une nouveauté, c'est le gros coup de cœur sur Westrack. Tandy avec Try. L'album s'appelle Free Up. On part donc à Margate au Royaume-Uni. Margate, c'est dans le Kent. On écoute ça et on se retrouve donc juste après avec Michel. So little of me that is left. Deal with the
cowards. If that's me, then I'm worthless. I ran away, looking for a better day. I was never comfy with artillery and rage. Don't come looking for me, I can hear you sing. Go fly away into your happy place, but just like yesterday, you be mine forever, not forever. Go fly away into your happy place, but just like yesterday, you be mine forever, not forever. Il est 17h45 sur West Track Radio. Merci de nous écouter, merci d'être avec nous. On va poursuivre cette émission avec Michel qui est avec nous aujourd'hui. Salut Michel. Salut Lucie. Comment ça va ? Ça va bien, il fait beau pour une fois, il pleut pas. La semaine dernière, on a parlé un petit peu de pâtes fraîches et on s'est dit que ce serait super comme sujet. Comment faire ces pâtes fraîches à la maison ? Parce que tu nous le disais, les pâtes qu'on achète en grande surface, eh ben, voilà, c'est du panzani, caca. lustre C'est cru. pas bon. Alors, je vais expliquer pourquoi. Les ingrédients sont plutôt sains. C'est du blé et de l'eau. Ce qu'on appelle, souvent c'est de la farine de froment, la farine blanche qu'on utilise, et de l'eau. Ils font une sorte de pâte, une mixture. Ils mettent ça dans une presse, ce qui va donner la forme des pâtes. Ça, pour l'instant, c'est très basique. Et le souci de ces pâtes, c'est qu'elles sont séchées à haute température. Et donc, ça déstructure les pâtes en elles-mêmes. Donc on perd toutes les qualités alimentaires de la pâte en elle-même. Donc c'est pour ça, c'est pas top au niveau des gluten, c'est hyper travaillé. Voilà, c'est la texture fait que c'est et ce séchage fait que on perd donc au niveau des gluten et tout ce qui est vitamines, tout ce qui est bénéfique pour l'organisme. D'où l'idée de faire ces pâtes maison. Alors comment on fait ces pâtes maison ? C'est pas très compliqué. Tout d'abord on va faire un petit peu d'histoire. D'où viennent les pâtes ? Les pâtes, la légende dit que ça serait sous Marco Polo qu'aurait ramené cette découverte de Chine. Donc on est plutôt autour de moins 2000, moins 4000 ans par rapport à aujourd'hui, donc c'est plutôt préhistorique. Et Marco Polo a ramené ces pâtes de Chine qui étaient faites à partir de farine de riz. Marco Polo, en fait, l'Italie a été le pays qui a diffusé les pâtes à travers le reste du monde. C'est vraiment Marco Polo à la base. Même si on a des traces mésopotamiennes, ça c'est dur à dire, autour de moins 8000, mais vraiment les pâtes comme on l'entend quand on les consomme aujourd'hui, c'est vraiment made in China, encore une fois. Et après, l'Italie a une spécificité. Je vais vous donner les recettes après. C'est qu'en fait, selon la région où on se trouve, les pâtes sont pas faites de la même façon. Et là, je parle vraiment de pâtes fraîches, même s'ils sèchent un peu les pâtes, on est vraiment sur des pâtes sèches.
des pâtes fraîches. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est pour des raisons agricoles. Si on est dans le sud de l'Italie, on va être plutôt sur du blé dur. Donc, ça va être du blé qui va être dur à moudre. Donc, on va faire plutôt des pâtes à base de semoule. Et beaucoup semoule œufs, principalement parce qu'il y avait énormément de volailles dans le sud de l'Italie. Je dis il y avait parce que aujourd'hui, on s'est dispatché, on s'est transporté les marchandises. Dans le nord, par contre, on avait du blé tendre. Donc, on faisait souvent les pâtes avec de la farine et de l'eau. Et entre les deux régions, il y a des mixtes. Donc, c'est pour ça, en fait, il y a, on va dire, 4 recettes principales, rien que pour faire les pâtes en Italie. Je me suis documenté juste avant de venir. Je ne vais pas vous les faire. Il y a 1300 variétés à peu près de pâtes en Italie. Ah oui, quand même. Donc, il y a de quoi s'amuser. Il y a les pâtes fraîches. Donc, on appelle pâtes fraîches plutôt les pâtes faites avec des œufs, parce qu'il faut les consommer rapidement. Les œufs sont crus dans les pâtes au départ, donc il faut les consommer moins d'1 semaine, c'est le mieux, c'est l'idéal. Et il y a les pâtes sèches, qui sont faites souvent à base d'eau, qu'on peut sécher plus longtemps. Et là, elles sont consommables 2-3 semaines très facilement. Donc, il n'y a pas de développement de petites moisissures, ça reste sain. Alors, après, ça c'est la base. Je suis un peu essoufflé, je suis arrivé au courant, je suis désolé. Ça, c'est pour nos pâtes. Faut savoir, quand je dis ça s'est propagé dans l'Occident, il y a des pâtes françaises. Alors, ça a l'air de surprendre, mais les coquillettes, les petites pâtes qui cuisent en 2 minutes. Ça vient de chez nous. Ça vient de chez nous, fallait trouver, parce que crise du pétrole, après-guerre, après Seconde Guerre mondiale et crise du pétrole, il fallait trouver des pâtes qui cuisent rapidement. Donc, les industriels de l'agroalimentaire ont inventé les coquillettes, les pâtes qui cuisent en 2 minutes. Donc, c'est pour ça que c'est tout petit, que c'est casse-pied à manger, pour rester poli. Moi, je mange ça à la cuillère, tellement que c'est rasoir à manger. Par contre, c'est sympa, on peut faire des petits risottos, des trucs comme ça. Et historiquement, il y a d'autres pâtes, genre je suis très mauvais en alsacien, les spätzle. Okay. Voilà. C'est vraiment les pâtes d'origine. C'est-à-dire, on faisait une pâte, un bloc, et on grattait cette pâte, qu'on faisait tomber dans l'eau. Et c'est ce qu'on appelle les pâtes grattées. Alors, il y a une variété italienne aussi, comme ça. Mais c'est vraiment, si on veut, les pâtes d'origine de la préhistoire, c'est vraiment les spätzle qui ressemblent le plus à ça. Il y a les crozets dans les Alpes, enfin voilà. On a vraiment aussi nos pâtes fraîches, même en France, malgré tout. Ça, c'est pour les variétés, l'origine. Et maintenant, la recette, c'est vraiment pas compliqué. Je vais prendre vraiment la plus simple. C'est... comment dire ? Les tagliatelles fraîches maison. Pourquoi c'est simple ? Parce que c'est des ingrédients très très simples à trouver. De la farine, des œufs, un peu d'huile d'olive, du sel. C'est ridicule, c'est vraiment basique. Pour 5 personnes à peu près, il va vous falloir 300 g de farine qu'on va poser sur un plan de travail bien propre. On se lave bien les mains, parce qu'on va travailler avec les mains justement. 3 œufs, une cuillère à soupe d'huile d'olive et de sel. Alors moi, ce que je conseille, c'est vous mélanger la farine et le sel au fouet dans un saladier au départ. Moi, je préfère travailler au saladier, mais on peut le faire sur un plan de travail. Vous faites un puits, donc le fouet, il est là, ça va éviter de tamiser la farine, donc éviter d'avoir des grumeaux. On fait un puits au milieu. Là, on met son huile d'olive, ces 3 œufs directement, et on va tout doucement mélanger jusqu'à obtenir une boule de pâte compacte. Celle-là, on va la laisser... Alors, sinon, vous pouvez faire au batteur. Vous trichez. Alors, il faut utiliser le crochet au batteur pour faire des pâtes fraîches. Vous avez le fouet. Ça, généralement, on identifie très facilement sur les petits batteurs. Vous avez la feuille. La feuille, c'est pour les pâtes un peu plus molles. Et quand c'est des pâtes dures, comme pour la pâte à pain, on utilise le crochet qui est en forme de crochet ou en queue de cochon, on appelle ça aussi. Donc là, on pétrit 3-4 minutes maximum. Mais surtout, le plus important, donc on fait pas ça à 18h pour manger à 19h. Hein. On fait ça 2-3 heures avant. Il faut que la pâte elle repose au moins 2 heures. Donc un petit papier film collé dessus. Parce que si on la laisse au frigo, alors papier film ou papier de cuisson pour la couvrir, c'est important parce que sinon le dessus va se craqueler, sécher en surface, et après pour la retravailler, c'est pas évident. Arrive ensuite 2 possibilités pour faire vos tagliatelles. Si vous avez le matériel, c'est le petit laminoir qui en plus vous permet de découper les tagliatelles. Alors on voit ça partout sur les réseaux sociaux. Sinon, à l'ancienne, au rouleau, on étale, on appuie tout son poids dessus. Il faut un bon rouleau.
On fait pas ça avec une bouteille en verre, ça pourrait casser. On essaie d'obtenir une épaisseur de 1 à 2 mm, donc c'est relativement épais. Et après, au couteau, on découpe ces pâtes tout simplement. Temps de cuisson, là on est sur quelque chose de super frais. C'est, 4-5 minutes de cuisson dans l'eau bouillante. Assaisonner l'eau bouillante, ça c'est important, même si on a déjà assaisonné ses pâtes. L'huile d'olive dans la cuisson des pâtes. Alors, grand débat, ça ne sert à rien. Je vais expliquer pourquoi. C'est physique, c'est de la chimie. L'eau ne se mélange pas avec l'huile. Il faut créer une émulsion pour que ça se produise. Par contre, ce qui est intéressant avec l'huile d'olive, c'est plutôt en badigeonner tout autour de la casserole pour pas que la mousse qui va se former déborde de la casserole. Ouais. Là, c'est intéressant. Mais mettre de l'huile dans l'eau, ça ne sert strictement à rien. Voilà, ça c'était pour l'anecdote. Sinon, alors comme je le disais, il y a une autre recette, moi que je trouve très sympa, je trouve plus gourmande, c'est de faire, on repart sur la même base, 300 grammes, mais on va faire 150 grammes de semoule extra fine. Alors ça se trouve, faut aller un peu dans les épiceries un peu italiennes. Alors au Havre, je sais qu'il y en a une sous les Halles, il y en a une dans... Quartier de l'Eure aussi, je sais qu'il y a une petite épicerie italienne par là. Et donc, vous pouvez trouver de la semoule extra fine. Alors, ça a la texture du talc. C'est pas comme de la farine, c'est un petit peu plus rugueux. Et on fait moitié-moitié et on refait exactement la même recette. On mélange bien. Ça évite de tamiser. Sel. Avec le sel, on fait un puits et on malaxe avec la main. Faut juste que votre pâte soit bien homogène. Et normalement, ça pose aucun problème. Ça abîme les batteurs, je tiens à le préciser, faut pas faire tourner plus de 4-5 minutes, c'est le grand maximum, parce qu'on force, c'est une pâte qui est très dure à la base, donc faut pas forcer le moteur, sinon le moteur casse, et après on se retrouve avec un batteur inutile. Pour la petite histoire, moi j'ai un batteur professionnel pour les pâtes fraîches. Alors bizarrement, c'est des marques de voitures luxueuses. Okay. Moi, j'ai un batteur Ferrari. Il y a Maserati aussi. Vous pouvez vérifier sur Internet. Vous cherchez machine à pâte fraîche professionnelle. C'est le même constructeur ? Non, Maserati, Ferrari. Non, mais est-ce qu'ils font c'est la même marque ou c'est c'est les vrais fabricants de voitures. Alors j'explique, c'est parce qu'ils ont des gros moteurs électriques à bord de ces véhicules et qui réutilisent ces moteurs électriques pour en faire autre chose. Comme Peugeot avait utilisé les moteurs d'essuie-glace pour faire les salières poivrières. Voilà, donc chaque fabricant automobile, même de luxe, fait d'autres matériels. Voilà, il recycle un peu les moteurs électriques. Tant mieux. Donc oui, alors ça a énormément de couples. Alors couple de force, il y a un bac et après la façonneuse pour avoir les spaghettis, les tagliatelles. Je peux faire des penne. J'ai ma 4e grille, c'est la grille à lasagne. Et en fait, c'est comme un peu cette vis sans fin qu'on a sur les hachoirs, sauf qu'il n'y a pas d'hélice qui va découper. Ça va ça va tomber en continu. Et c'est moi avec un couteau qui détaille à la dimension que je veux exactement. C'est le fonctionnement pour toutes les grilles. En fait, après, on peut racheter des grilles, etc. Ça existe, faut le savoir, pour si vous avez un petit batteur, je cite pas de marque, mais voilà, les petits batteurs qu'on aime bien à la maison. Généralement, on peut adapter l'appareil qui permet de faire la minoire et aussi de façonner les pâtes. Après, il y a d'autres choses si vous voulez pousser encore plus loin le concept. Il y a les moules à ravioli. Donc, on met son petit cercle de pâte fraîche. Et on va aller farcir au milieu, on referme un peu la boîte, ça replie la raviole en même temps et on découpe. Je vous conseille, allez voir les tutos sur la cuisine asiatique, ils ont des pliages, ou même italiens, les mamas italiennes, des pliages de pâtes, c'est magnifique à voir, ils font ça à la main avec une fourchette, ils vous font les petits décors dessus, c'est vraiment magnifique à voir. On a le temps pour une recette quand même ? Allez, parce que je sais qu'il y a les autres derrière. Je vous demande de vous arrêter, c'est ça ? Ils vont arriver juste après moi. Je vais prendre la recette qui fait scandale encore sur les réseaux. C'est pas le pain au chocolat, c'est ni la chocolatine, c'est les carbonara. Les vrais carbonara, il n'y a pas de crème, effectivement. Ah. Non, il n'y a pas de crème. Sinon, il faut spécifier carbonara à la française ou carbonara à la normande. D'accord. Parce que nous, en France, on rajoute de la crème et un jaune d'œuf qui est posé comme un pauvre petit malheureux là-dessus, alors que c'est pas du tout comme ça. Et les ingrédients sont très importants.
c'est de la poitrine fumée. Alors c'est guanciale, c'est une poitrine, c'est très gras, c'est du porc très très gras. Le fromage, c'est du pecorino, c'est pas du parmesan. Faut arrêter avec ça aussi. On peut en mettre à la fin, hein, on peut. Et voilà. Et donc pour 600 grammes de pâte, donc là c'est repas de famille, hein, on est nombreux. Je dirais pour 6 personnes facile, voire plus. Faut 300 grammes de pecorino, 300 grammes de poitrine fumée et 4 œufs. Et là, les œufs sont importants. Donc, d'abord pour préparer notre sauce, on va battre les jaunes d'œufs avec 150 grammes de pecorino râpé et poivré. Quand je dis poivré, c'est poivre du moulin et on poivre bien. Il n'y a pas de sel. Hein. Et il faut obtenir une sorte de pâte homogène, grossièrement. On découpe la poitrine en gros dés, on la fait poêler, on garde le gras, ça aussi c'est important. On retire les petits cubes quand ils sont bien dorés. Légèrement roussi, vraiment on pousse le côté caramel dessus vraiment beaucoup. Les pâtes, une fois qu'elles sont cuites, on ne les égoutte pas à la passoire, on les attrape avec une pince, on les met dans la poêle avec le gras justement de Solar italien, on les fait poêler légèrement. Là on va rajouter un peu d'eau chaude de cuisson, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas jeter l'eau, parce qu'elle contient de l'amidon et ça va faire la liaison. Et là, on va rajouter notre pâte qui va servir de sauce. Là, on agrémente. Là, on peut rajouter notre lard qui va finir de cuire au milieu des pâtes. Et tout à la fin, au moment de servir, on rajoute les 150 grammes manquants de pecorino dessus râpé. Voilà, ça c'est la vraie recette. Et on peut rajouter encore du poivre dessus parce que c'est une recette normalement bien relevée. Donc le fait d'ajouter de la crème, ça vient de la Normandie ou parce que j'ai l'impression c'est la France, c'est la flemme quoi. On balance les lardons, la crème, voilà. Autre petit détail, si j'ai encore un petit peu de temps, c'est la façon, on entend tout le temps al dente. Alors al dente, ah oui, c'est vrai. C'est on croque et c'est pas encore assez cuit au milieu. En France, on les mange al dente parce qu'on a regardé plein de films italiens. Dans les années 50-60, il y avait énormément de films italiens qui étaient al dente. Les Français pensaient que les Italiens mangeaient les pâtes al dente. Non, ils cuisent al dente pour finir de cuire les pâtes dans la sauce après. Mais ils mangent les pâtes cuites jusqu'au bout. Donc ils les retirent pas tout à fait à mi-cuisson pour finir de les cuire dans la sauce. Donc si vous mangez des pâtes bolognaises, soit vous cuisez les pâtes à fond et vous mettez la sauce après dedans. Donc ça, c'est une question de présentation. Ou sinon, vous faites vraiment la version italienne. Vous arrêtez la cuisson un petit peu avant. Donc vous avez des pâtes al dente que vous allez finir de cuire dans la sauce bolognaise. Et là, vous avez vraiment des pâtes bien cuites. Et généralement, pourquoi on fait ça ? Parce qu'elles gonflent et elles s'imprègnent de sauce. Voilà, merci Michel pour cette... C'était pas mal. Bah oui, très belles anecdotes italiennes, comme ça on sait, on débunk un peu tout voilà. Ça. Maintenant je sais que al dente, voilà, c'est pas très digeste. On n'a pas fini en fait quand on fait al dente. Merci beaucoup Michel. Merci Lucie. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire et on vous laisse en effet parce qu'il est 18h01, on laisse place à l'émission. Je vous demande de vous arrêter ce soir sur Westrack. Le temps qu'il s'installe dans le studio, on part à Moscou en Russie avec I'm So Scared of the Night de Spunknik. C'est une nouveauté sur Westrack. Bonne soirée et à demain. Since you blew that candle out, I've been so scared of the night. So I'm staying up when it's going down, hours taking turns and it's never mind. When the light goes off and there is no sound, I am scared of the night. I am so scared of the night. I need to keep my lights on. I am afraid to fall asleep. What if I meet you in my dreams? With every next body I meet, I feel a little more alone. How many faces have to bleed to feel the way that lingers on? I'm not trying to love anybody. I just need someone to lay beside me with. I am so scared of the night. I need to keep